Bonjour, donc je suis Maïté Corbani, ex-chercheur au CNRS de Montpellier, dans le sens où j'ai pris ma retraite, entre guillemets, de la partie recherche il y a seulement quelques mois. Je suis toujours présidente du Club Stress des neurosciences et j'ai travaillé pendant 34 ans au CNRS et, entre autres, à l'Institut de génomique fonctionnelle, où ont été faits une grande partie des travaux que je vais vous présenter aujourd'hui. J'y suis restée 12 années. Et j'ai monté un sujet pour pouvoir étudier le stress, l'anxiété et la dépression, à la fois du point de vue fondamental par des moyens CNRS, et aussi un lien avec la clinique, la partie hospitalière, qui m'intéressait fortement pour pouvoir avoir des débouchés aussi aux applications que nous pouvions imaginer dans nos travaux de recherche. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté la partie laboratoire? C'est parce qu'en fait, je suis aussi aujourd'hui expert international pour le ministère de la Recherche. C'est-à-dire que les projets internationaux en neurosciences qui sont jugés pour le financement passent par mes mains pour l'avis scientifique et ensuite repartent sur les commissions, sur la commission finale pour les décisions. Donc, du coup, ça occupe pas mal de mon temps et ça me permet, par contre, de travailler en freelance et de pouvoir travailler chez moi. Donc, je ne viens à Paris que quelques fois par an. Donc, je serai là à nouveau au mois de juin pour rencontrer le chef expert de Paris et le ministre. Voilà. Donc, aujourd'hui, Madame Ponce m'a passé un petit peu les informations concernant les programmes des classes de première, comment les choses se terminaient avec la classe de seconde, ainsi que les points que vous aimeriez aborder. Donc je vais vous présenter les choses en deux parties. D'abord une première partie qui va être vraiment le bilan sur le stress, du point de vue scientifique, recherche, etc. Et à la fin, comme j'ai eu ce document, je me suis permise de rédiger quelques petites fiches qui sont des éléments qu'on pourra éventuellement discuter ensemble, qui sont des compléments à votre enseignement ou aux questions que vous pouvez vous poser ou pour répondre à des questions aux élèves, donc des points particuliers à éclairer. Donc voilà. L'histoire du stress, en fait, le stress est une fonction fondamentale de la survie de l'individu. Au même titre que l'alimentation, le sommeil, même pas la reproduction, parce que la reproduction, c'est une nécessité de l'espèce, mais ce n'est pas une nécessité de l'individu. Par contre, le stress, c'est-à-dire la préservation de l'intégrité de son corps et de son mental, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour tous les animaux, depuis les unicellulaires. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une notion qui est bien connue et qui a été étudiée particulièrement depuis le début du XXe siècle, en particulier par Walter Cannon, qui, comme vous voyez ces dates, vraiment, ces données datent de 1915, c'est le premier qui a démontré le principe de fuir ou combattre, c'est-à-dire la réaction automatique de l'animal qui va se geler sur place s'il a accès à un stress important et éventuellement se sauver avant éventuellement d'avoir une connaissance consciente des éléments. Et donc c'est lui qui a décrit ces mécanismes-là, centraux et périphériques, avec des idées encore qui étaient très éloignées de ce que nous savons aujourd'hui, mais qui étaient basées sur des observations extrêmement intéressantes. Et donc c'est vraiment Walter Cannon qui est vraiment cité comme la personne à l'origine de la description scientifique des processus de stress. Il a fallu attendre les années 1930 pour que Hans Selye publie ce que nous connaissons tous sur la boucle hypothalamo-hypophysaire, périphérie. Donc ça, vous l'avez vu avec les élèves en reproduction, pour la biologie de la reproduction, la commande par le cerveau, comment cette commande est reçue au niveau de l'hypothalamus. L'hypothalamus produit des neuropeptides. Ces neuropeptides sont adressés à l'hypophyse et l'hypophyse va envoyer un signal. À l'époque, ce n'était pas encore très bien caractérisé, bien sûr. En tout cas, on connaissait sur les surrénales et on savait que les surrénales étaient des glandes extrêmement importantes pour le stress et qu'elles libéraient le cortisol. Donc ça, c'est Hans Selye, en 1936, qui a décrit ces éléments-là. Depuis, bien sûr, nous avons tous été stressés depuis cette époque, largement. Et par contre, beaucoup de chercheurs, et les neurosciences aussi, ont démarré très fort. Vous savez que le XXe siècle, c'est aussi une période de description des systèmes centraux, de description des fonctions du cerveau. Donc c'est vraiment quelque chose qui, toute la deuxième moitié du XXe siècle a été énorme à ce point de vue-là. Et on est arrivé à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, avec des nouveaux outils qui sont les outils d'observation, en particulier des microscopies, etc., qui ont permis de faire encore un bond en avant pour comprendre le fonctionnement du cerveau.
Donc en fait, je vous ai mis ici les différents niveaux simplifiés qui sont mis en jeu lors du stress. Donc bien entendu, il y a des stimuli sensoriels qui sont captés à la périphérie. Ça peut être des stimuli par le vu, l'ouïe, etc. Ça peut être aussi un stimulus douleur. Tout ça, ce sont des récepteurs extérieurs qui vont arriver au niveau du cerveau à donner une perception qui peut être consciente, mais qui peut être aussi inconsciente. Ensuite, il y a un effet rapide qui s'exerce. Il y a un ordre qui est envoyé très rapidement sur la partie hypothalamus-hypophyse pour dire attention, libérer des hormones et envoyer un signal périphérique parce que là, il faut corriger cette atteinte. Et donc, l'hypophyse va libérer des facteurs qui vont ensuite aller au niveau des différents organes périphériques pour avoir l'effet qui sera nécessaire, en l'occurrence, éventuellement fuir, éventuellement combattre, éventuellement d'autres choses que l'on va voir. Alors, au niveau du cerveau, par rapport à ce que j'ai vu dans vos programmes, la partie seconde comportait beaucoup de données sur la partie hypothalamo-hypophysaire, la boucle de régulation, etc. Donc j'ai volontairement rajouté cette planche-là pour montrer le niveau supérieur, c'est-à-dire comment les informations extérieures sont intégrées et puis ensuite pensées, digérées pour aboutir à un certain acte. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette diapositive un petit peu complexe, je vous l'accorde, mais qui vous donne quand même les différentes voies en fait, d'entrée du voie du stress. Donc, comme vous le voyez, vous avez ici le cerveau, la partie frontale est ici, la partie avant, ici le cervelet avec la moelle épinière serait derrière. Et donc, en fait, les voies d'entrée se font par les nerfs, évidemment, qui viennent des extrémités, et qui vont informer directement la partie centrale du cerveau, en particulier le thalamus. Le thalamus, c'est le centre de tri des informations entrantes, et il va envoyer des émotions très très fortes vers l'amygdale, qui se trouve ici, cette partie-là, et vers les voies olfactives également. Il y a alors comme je vous le disais, les stimuli, ça peut être vraiment visuel, auditif, douleur, etc. Il y a une chose, alors ça c'est trié. Par contre, il y a une chose qui est absolument directe et qui ne passe pas par le thalamus, parce qu'il n'y en a même pas besoin, c'est l'olfaction. L'olfaction, c'est un souvenir que nous avons de nos ancêtres rongeurs, qui fait qu'on a une voie absolument directe qui arrive ici par les bulbes olfactifs, qui arrive là et qui va directement sur l'amygdale pour dire on se terre ou on fuit. C'est immédiat, il n'y a aucune connexion avec la partie supérieure du cerveau, donc contrairement au thalamus. Ensuite, donc évidemment, les informations sont triées. Une partie va sur l'amygdale. L'amygdale, c'est l'organe qui analyse le degré de la menace et la signification émotionnelle de ce qui peut venir dessus. En tout cas, c'est vraiment l'organe de la peur. C'est comment je vais gérer la peur au moment où l'information arrive et comment va être le comportement. À l'intérieur de l'amygdale, il y a plusieurs noyaux, il y en a 5. Et dans les 5, il y en a un qui gère « je reste sur place et je me terre », et il y en a 4 qui gèrent « je m'enfuis ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment, au niveau adaptatif, des possibilités de comportements différents, mais aussi selon les espèces, selon le type d'animal, qu'on est proie ou qu'on est au contraire un chasseur, on va avoir une attitude gérée par l'amygdale qui va être différente. On a l'hippocampe. Alors l'hippocampe, c'est le codage des souvenirs et de leur résurgence. Alors, le codage des souvenirs, c'est important dans le cadre du stress parce que ça veut dire que quand l'information va arriver, il va y avoir une information demandée à l'hippocampe. Est-ce que tu connais déjà une situation dans laquelle j'ai été comme ça? Et là, donc, je vais adapter ma réponse et je vais agir en fonction d'eux. Alors ici, il peut y avoir aussi des erreurs de codage, c'est-à-dire que après le niveau du choix qui va se faire au niveau du cortex, ça peut être oui, je connais, ce coup-là, j'avais fui, mais c'est peut-être pas du tout adapté à la situation actuelle et peut-être on peut prendre une mauvaise décision en face d'un stress. Donc ça fait partie de l'affrontement entre la sensation et la codage de j'ai pris, j'ai reçu l'information et puis je fais appel à des souvenirs ou à des références et je vais gérer ce stress d'une manière que moi j'estime appropriée. Il y a bien sûr des relations avec le cortex préfrontal en particulier, donc qui est la partie ici frontale du cortex, vraiment basse ici du cortex frontal. Donc ce sont des informations qui sont reçues de l'ensemble du système limbique, qui comporte ici l'hippocampe, l'amygdale, et qui sont reçues et analysées pour produire des sentiments conscients. Et c'est ainsi qu'on peut intégrer des émotions à la pensée, grâce à ce cortex. On a aussi le cortex singulaire qui gère la perception des émotions, en particulier des émotions des autres.
Ça veut dire la phase de je suis très bien, je vois une personne en face de moi qui a une grande sensation de peur, je vais interpréter immédiatement que peut-être il y a une menace autour de moi. Et du coup, va gérer aussi l'ajustement de la conduite. Et donc, ça fait partie ça c'est géré par le cortex cingulaire. Alors, le cœur calleux, c'est une structure qui, en fait, rejoint les deux hémisphères gauche et droit du cerveau. Il y a beaucoup de fibres et donc qui permettent, en fait, la transposition de l'information des deux côtés et de gérer, en fait, aussi parce qu'un côté et l'autre du cerveau gèrent des choses différentes. Le langage, le dessin, enfin, vous connaissez ça. Et apparemment, il y a plus de fibres dans le corps calleux chez les femmes que chez les hommes. Ce qui voudrait dire qu'au niveau de la réception du stress et de l'émotion que ça provoque, il y a un recrutement des voies autres supplémentaires chez les femmes par rapport aux hommes. Alors vous allez me dire, oui, mais ça veut dire du coup, elles sont plus émotives, les pauvres, c'est dommage pour elles. Eh bien, écoutez, non, ça parce que finalement, ça veut dire aussi qu'une jeune mère qui vient d'avoir un enfant, ça c'est le cas, on l'a observé sur des animaux, il y a des zones particulières du cerveau qui s'allument, la vigilance est hyper vigilante, et par exemple, une chatte qui vient avoir des petits a à peu près 60% de plus d'attraper une proie par rapport à une chatte qui n'a pas eu d'enfant, qui n'a pas eu de petit. Donc il y a vraiment une exacerbation de certains réflexions, réflexes, etc., qui existent à ce moment-là au niveau de la maternité et qui sont d'ailleurs mises en place et qui continuent à durer. Ce qui veut dire, en quelques mots, que les femmes mères sont des super femmes. Ça, c'est physiologique, hein. C'est pas moi qui le dis. Ensuite, vous avez la strie terminale. Alors la strie terminale, c'est une région qui relie en fait l'amygdale à d'autres régions. Et donc, du coup, qui permet de transmettre le message de peur et d'anxiété sur d'autres régions. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, elle permet aussi d'intégrer des émotions. Les émotions et de comment vais-je réagir. Et cette strie terminale, elle est apparemment sensible aussi aux hormones stéroïdes. Et donc, il y a une légère différence entre un garçon et fille, hein, entre mâle et femelle. Et ce qui est très amusant, c'est que la gestion de ce choix par cette structure dépend du sexe que nous percevons. C'est-à-dire, je suis une femme, ou je suis un homme, ou je suis un transgenre, qui suis un homme, mais qui me compare à une femme, qui me conçoit comme une femme. Sa réaction ici, grâce à la strie terminale, va être une réaction femme. Va gérer les émotions avec un versant féminin. Donc enfin, nous avons ce que nous connaissons, c'est-à-dire l'hypothalamus qui se trouve ici à la base du cerveau, avec l'hypophyse ici, qui est considérée comme externe au cerveau, et qui sera la partie suivante concernant la mise en place de l'arc réflexe du stress, de la réponse au stress. Ça, vous connaissez bien. Donc ici, le stress ici arrive, donc il est perçu, comme je vous l'ai dit, par les différentes zones du cerveau. Ici, il en résulte au niveau de l'hypothalamus, de l'activation, de la synthèse et de la libération de deux hormones principales, qui sont le CRH ou CRF, corticolibérine, ici les CRF, et la vasopressine, ici AVP. Ces deux hormones vont passer dans le sang porte ici, vont arriver sur l'hypophyse où il existe des cellules corticotropes hypophysaires. Ces cellules sont dévolues spécialement à la libération de l'hormone ACTH, adrénocorticotropine, donc qui est stimulation de la partie corticale de la surrénale, adrénocorticotropine. Et donc cette hormone va aller par voie sanguine jusqu'à la glande surrénale. Et dans les glandes surrénales, il y en a deux, donc elles sont situées au-dessus des reins. Et ces glandes surrénales vont produire deux produits principaux, les catécholamines qui sont adrénaline, noradrénaline, ce qui vous fait accélérer le cœur, accélérer la respiration, etc., bloquer toute la partie digestive, etc., au moment du stress, et bien sûr le cortisol qui va inonder le corps et va donner un signal aussi bien aux organes périphériques sur ce qu'ils ont à faire que sur la partie centrale, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi un retour du cortisol au niveau de l'hypophyse, puisque tout ça est véhiculé par le sang, au niveau de l'hypophyse et aussi au niveau du cerveau. Et il va y avoir, comme vous l'avez vu pour la reproduction, un rétrocontrôle négatif qui va dire, quand la CTH avait bien libéré du cortisol, bon, ça y est, c'est bon, le stress est passé, peut-être maintenant il faudrait revenir à la normale, donc nous allons diminuer ce taux de cortisol. Et là-haut, veuillez s'il vous plaît, fermer un petit peu le robinet qui produit les libérines et puis la CTH. Alors, en général, l'ensemble de ces données n'est possible que si l'on prend en compte la notion de récepteur. De récepteur parce que finalement, le cortisol, par exemple, est une hormone stéroïdienne qui possède des récepteurs spécifiques du cortisol,
qui sont situés à l'intérieur de la cellule, dans le cytoplasme et dans le noyau, mais qui passent les membranes de toutes les cellules. Donc le cortisol, il rentre dans toutes les cellules, il voit s'il a des récepteurs. S'il en a, il va faire un effet. S'il n'a pas de récepteurs, il ne va pas faire d'effet. Donc ça, c'est une notion, je pense, importante à transmettre à vos jeunes pour leur dire que ce qui fait la sélectivité de l'effet, ce n'est pas l'hormone qui va arriver sur la glande surrénale, c'est il y a les récepteurs qui sont là pour recevoir cette hormone à faible dose et activer la fonction qui va suivre, qui va être enclenchée par cette hormone. Donc ici, on a affaire à plusieurs hormones. Par exemple, pour la vasopressine, il y en existe 3 types, mais là, pour le stress, il n'y en a qu'un qui est vraiment impliqué, c'est le type V1B. Et pour la corticolibérine, il y a 2 récepteurs, et pour celui-ci, il y en a un qui s'appelle le CRF1, qui est particulièrement impliqué dans l'affaire. Donc ici, c'était pour vous représenter les effets périphériques. Donc vous avez vu le cerveau, vous avez vu la libération ici par la glande surrénale. Voici par exemple comment est constituée la vasopressine. Vous voyez un petit cycle. C'est un peptide. Par rapport au cortisol qui a ses récepteurs intracellulaires et nucléaires, toutes les autres hormones, neurohormones, vasopressine, corticolibérine, LH, FSH, etc. Tout ça, ça a des récepteurs membranaires à 7 domaines transmembranaires. Et pour pouvoir arriver à transmettre ça, il faut pouvoir fixer ce peptide qui, contrairement à une petite molécule stéroïde, a une certaine taille. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de données structurales qu'on peut étudier et beaucoup de choses que l'on peut modifier au niveau des molécules pour essayer de rechercher des molécules plus actives. Donc, vous voyez ici la vasopressine. Donc, la vasopressine, comme je vous le disais, elle a plusieurs récepteurs. Quand elle est produite par l'hypothalamus, elle est produite. Je veux dire, après, elle va dans le sang porte, mais elle est aussi distribuée à la périphérie. Elle va agir sur les récepteurs du stress V1B, mais elle va aussi agir sur les récepteurs périphériques V2. Les récepteurs V2, c'est ceux du rein qui régulent la réabsorption de l'eau. Elle va aller agir sur les récepteurs VA qui sont dans le cœur et les vaisseaux, qui vont provoquer la constriction des vaisseaux. Donc ça, c'est un effet indirect, on peut dire, du stress qui ne va pas passer par la surrénale, mais qui va être une réalité produite par la vasopressine. Elle va agir sur le foie, en particulier, elle va changer l'orientation de la glycogénolyse. Tout ça, ça va se faire par les récepteurs V1A, et elle va aller au niveau du pancréas, sur les récepteurs V1B, pour réguler la conversion du glucose par l'équilibre glucagon-insuline. Donc là, on va avoir une modification aussi de la consommation de l'énergie dans le corps par le stress. Ces voies-là vous laissent indiquer que s'il y a une augmentation continue du stress, on va pouvoir avoir une perturbation éventuellement de cette composante-là qui va aboutir à des maladies métaboliques, à des augmentations du diabète chez des gens qui vont avoir des stress chroniques. Et enfin, la vasopressine a aussi un effet mitogène par les 3 récepteurs, c'est-à-dire qu'elle est capable d'induire des multiplications cellulaires ou éventuellement, à l'inverse, de l'apoptose. On est capable de moduler la différenciation de certaines cellules, leur multiplication ou au contraire leur disparition. Et ça c'est vrai, je l'ai montré récemment, même dans le cerveau. Il y a des régions particulières qui sont impactées par le stress et j'ai montré que ces régions agissaient sur des proneurones. Donc je vous ai parlé de la notion de récepteur. Donc voilà par exemple un récepteur soit de la vasopressine, soit du CRF. Ça ressemble à ça. C'est une chose à 7 domaines transmembranaires, donc qui est ici planté dans la membrane, avec ici des effecteurs, ici des protéines G, qui vont activer un certain nombre de voies, qui vont être par exemple les voies phospholipase, la bêta-arrestine, etc., les MAP kinases, voilà, et le calcium intracellulaire qui est très important, et au bout produire les effets. Ça c'est ce qui va se produire quand la vasopressine va arriver sur l'hypophyse pour la stimuler. C'est aussi ce qui va se passer quand la CTH va arriver sur la surrénale et va activer, avec des voies spécifiques de chaque récepteur. Certains récepteurs sont des activateurs, d'autres des inhibiteurs des voies d'adenylate cyclase, etc. Mais au bout, l'effet biologique va être produit grâce à cette transduction du signal, ce qu'on appelle le couplage. Du coup, vous comprenez que dans cette affaire, évidemment, ce qui est important, c'est de définir la répartition des récepteurs sur l'ensemble de l'organisme, dans le cerveau par exemple, éventuellement sur les tissus périphériques, pour voir quels sont vraiment des endroits qui sont des cibles de ces hormones et donc qui sont des régions qui sont modifiées par le stress. Alors pour cela, on dispose, j'ai vu aussi dans votre petit opuscule, je vous ai mis ici quelques méthodologies.
Alors ce que l'on fait, parce que évidemment, comment regarder des récepteurs dans un organisme quand ces récepteurs ne sont pas marqués? Je veux dire, on ne peut pas les différencier en ouvrant, en faisant une coupe et en regardant. C'est impossible de le faire comme ça. Donc on fait appel à une chose, c'est qu'on fabrique des ligands, on prend les hormones qui nous intéressent, on essaye, je dis bien, de leur mettre soit des molécules marquées dessus, donc des produits radiomarqués, ou bien on essaye de leur mettre des molécules fluorescentes. Alors ça a l'air très simple à dire, c'est très difficile parce qu'une molécule fluorescente, c'est une grosse chose, et donc quand on fixe ça sur une petite protéine qui va se fixer sur une membrane, une fois sur deux, elle perd toute affinité et on n'a plus de marquage. Donc du coup, il y a beaucoup de travail nécessaire pour arriver à aboutir à des ligands modifiés, marqués, fluorescents, et ça c'est ce que nous avons pu parvenir à réaliser, et nous avons du coup créé un certain nombre de ligands qui permettent de marquer les récepteurs, et ensuite on prend ces ligands, on les incube sur des cellules ou sur des coupes de tissu, de cerveau, et on va regarder par imagerie avec un microscope confocal, ou bien on peut le faire aussi en RMN, il y a des moyens de marquer aussi en tomographie humaine, etc., avec des molécules qui vont être marquées spécifiquement. On peut aussi faire de l'autoradiographie. Si on a un ligand modifié qui est radioactif, on va essayer de faire de l'autoradiographie sur une coupe et on va regarder. Après, la dernière version, je dirais 2.0 de cette affaire, c'est de fabriquer des animaux transgéniques qui vont porter constitutivement un récepteur marqué. Donc ça veut dire qu'on prend le génome, par exemple, d'une souris, on va aller rechercher là-dedans le gène qui code pour le récepteur. On va, dans ce gène, réintroduire dans la partie codante une région qui va coder pour une protéine fluorescente. On va vérifier que tout ça fonctionne. On va refermer et on va faire produire des petits qui vont avoir constitutivement dans leur organisme cette molécule fluorescente. Toutes les cellules sur lesquelles le récepteur doit être marqué seront marquées. Le deuxième point de ça va être aussi qu'il faut respecter toute la partie régulation en amont de l'ADN qui code pour le récepteur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit régulé normalement. C'est-à-dire que s'il doit être inhibé par le cortisol, par exemple, parce que le récepteur au cortisol, ça met en amont, il faut que tout l'aval soit régulé comme un récepteur normal. Et donc ça, c'est ce que nous avons aussi produit. Donc nous avons actuellement des souris transgéniques qui expriment du récepteur CRF1 fluorescent, avec une DSRED et d'un récepteur V1B fluorescent avec une GFP. Voilà, donc on peut faire actuellement des images de 2 couleurs au moins avec des récepteurs V1B et des récepteurs CRF1 marqués chez les animaux, vigiles, etc. On peut faire vraiment des choses très intéressantes. Donc, voilà, donc je vous ai expliqué comment on fabriquait cette molécule. Donc je vous ai montré tout à l'heure la vasopressine. Elle a une forme de cerise, vous voyez, avec la petite queue ici. Et sur la petite queue ici, on a testé tous les acides aminés possibles. On a trouvé ici qu'il y avait une lysine et que l'on pouvait... Enfin, en fait, il y avait une arginine au départ. Mais l'arginine, c'est pas bon parce qu'on peut pas greffer chimiquement de molécules dessus. Donc on a remplacé ça par une lysine. On a d'abord vérifié que la lysine versus arginine, ça changeait rien à l'affinité. Une fois qu'on a eu fait ça, on a utilisé une amine, NH2 de la lysine, pour aller rajouter un fluorophore ici, dans cette position-là, de plusieurs couleurs. Donc on en a mis du vert et on en a mis des violets. Voilà. Donc ça, c'est publié 2011. Ensuite, voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de avant-après. C'est-à-dire, avant, on faisait ça. C'est-à-dire qu'on prenait le ligand et on lui rajoutait une molécule radioactive, un tritium, C14, chose comme ça, pour arriver à marquer. Donc déjà, c'était déjà quelque chose d'intéressant. Ça permettait de faire des dosages pharmacologiques, mesurer des sites. Mais en imagerie, c'était inutile, parce que voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que là, on fait une autoradiographie d'une coupe de cerveau marquée avec là, il s'agit de vasopressine tricier. Et donc, vous voyez, ça, c'est le... avant, et ça c'est le non spécifique. Donc vous voyez déjà le niveau du non spécifique par rapport au marquage après tritium. Et vous voyez ici, on distingue quand même un petit peu, ici l'hippocampe quand même, on a un tout petit peu ici dans les périphéries des régions du cortex. Enfin vous voyez que là on est un petit peu juste, même au niveau de l'hypothalamus on discerne un tout petit point ici. Mais enfin voilà, donc quand on fait par contre un ligand fluorescent, voilà ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on voit, alors là je suis désolée, on a beaucoup de lumière donc c'est un peu difficile, mais on est capable d'aller marquer individuellement des neurones à l'intérieur d'une structure, prendre la structure, couper, aller en détail, et on voit neurone à neurone les cellules qui sont marquées et qui portent le récepteur. Donc voilà, par exemple, un exemple de l'hippocampe. Vous vous rappelez tout à l'heure cette espèce de forme-là enroulée qu'on avait.
Donc voilà, vous avez ici la partie de l'hippocampe, ici le gyrus denté, ici c'est les zones CA1, CA2 de l'hippocampe, et ici, ces neurones spécifiques sont marqués par le marqueur des récepteurs V1B, ce qui permet de dire qu'effectivement cette région-là est bien impliquée dans le stress et particulièrement dans une certaine fonction. Et on a même pu aller chercher et trouver que ces neurones marqués, quand on regarde s'ils sont glutamatergiques ou GABAergiques, on voit que ce sont les neurones glutamatergiques, c'est-à-dire les neurones inhibiteurs de la région de l'hippocampe qui sont marqués, et donc qui sont responsables de l'inhibition de certaines mises en jeu, stockage d'informations, etc. Donc ça, c'est grâce à cette technique. Ici, je vous ai parlé tout à l'heure du singulaire, vous vous rappelez, qui régulait toute la partie émotionnelle et qui faisait référence aussi à la partie passée, etc. Voilà, le singulaire, cette région-là. Donc ici, ce qui est en bleu, ce sont les noyaux cellulaires qui sont marqués au EUX. Donc ça permet de voir bien les tissus et de localiser les cellules. C'est pour ça qu'on les a laissés les bleus. Et donc vous voyez ici, à la base ici du singulaire, vous avez ici un petit volant ici avec un petit éventail avec des cellules qui sont marquées profondes avec des fibres. Et puis ici, si on va sur les côtés, c'est-à-dire ici, on voit effectivement des alignements de cellules ici, dont on peut voir même les prolongements. Si on voyait vraiment bien, on pourrait voir les prolongements. De la même façon, je vous ai parlé de l'amygdale. Vous voyez, l'amygdale, elle est là. Donc on voit ici qu'on a certains neurones qui sont marqués et on voit effectivement qu'il y a une organisation avec des récepteurs qui sont marqués, qui portent les récepteurs vasopressine dans l'amygdale, donc qui sont régulés directement par la vasopressine qui, elle, est produite par l'hypothalamus. Donc il y a un effet sur la partie descendante, c'est-à-dire hypophysaire, ACTH, mais il y a aussi des connexions qui sont remontantes dans le cerveau et qui vont réguler tous les centres, y compris corticaux, qui sont liés au stress et qui vont influer sur la gestion du stress. Donc là, je vous ai mis ça parce qu'on s'est posé aussi la question, souvent on parle des cellules gliales, qui sont complémentaires des cellules nutritives des neurones, on appelle ça comme ça un petit peu. En fait, c'est des organisateurs à vitesse lente. C'est des coordinateurs. Les cellules gliales, ce sont des cellules qui fonctionnent 10 fois moins vite que des neurones et qui sont là pour coordonner un petit peu les mouvements. Donc vous voyez ici, c'était toujours pareil dans l'hippocampe. Je vous ai montré tout à l'heure les neurones glutamatergiques marqués par les récepteurs V1B, qui possèdent des récepteurs V1B. C'est toutes ces petites taches violettes, ça ce sont les récepteurs. Et le rouge, ce sont des marqueurs d'astrocytes. Et donc, quand on regarde, on peut savoir si éventuellement les astrocytes sont aussi marqués par les récepteurs de la vasopressine, s'ils sont aussi régulés dans leur fonction. Et ce que nous avons montré, c'est que, eh bien non, la réponse est non. Toutes les étoiles rouges, là, ce sont des astrocytes. Tous les marqueurs violets, ce sont les neurones glutamatergiques avec le récepteur V1B. Et on voit très bien, quand on regarde, que les cellules, il y a des endroits où, effectivement, il y a une espèce de co-marquage, par exemple sur cette cellule, mais en fait, le marquage, il est dessous, et la cellule astrocytaire, elle enveloppe le neurone, et elle fait des connexions, en fait. C'est-à-dire qu'elle-même n'est pas marquée, mais elle entoure cette cellule qu'elle nourrit, et en fait, l'information passe entre le neurone et la cellule astrocytaire. Mais la cellule astrocytaire elle-même n'est pas régulée par la vasopressine. Alors, un exemple aussi, ça c'est toute la partie inférieure du cerveau, avec l'hypothalamus, le fameux hypothalamus là, dont on parle, qui va aller ensuite déverser pour aller vers la vasopressine et CRF dans le système porte. Vous voyez ici, c'est un marquage de la vasopressine. La vasopressine est en vert ici. Donc ça, c'est un animal transgénique qui porte de la vasopressine EGFP. Toute l'expression de la vasopressine dans son cerveau et dans son corps est marquée en vert. Donc ça permet ici d'aller regarder éventuellement où sont localisés les récepteurs de cette hormone. Et les récepteurs, ils sont en violet, donc on voit en fait, donc pareil, désolé pour l'image, c'est un petit peu juste, parce que là, à cause de l'éclairage, mais on voit très bien qu'il y a des neurones qui produisent, et il y a des neurones qui sont vraiment juxtaposés, et qui vont recevoir l'information de la vasopressine et qui vont pouvoir agir et libérer, etc. Et puis, on a aussi des cellules, qui sont parfois en blanc, qui sont à la fois productrices de vasopressine, mais qui ont aussi des autorécepteurs V1B. Donc ça veut dire que le stress est aussi capable de réguler le niveau de la vasopressine produite par l'hypothalamus et aussi les noyaux supraoptiques. Donc voilà, on le voit ici. Vous voyez qu'il y a des cellules en blanc qui en fait portent les deux, à la fois expriment et produisent de la vasopressine, et aussi portent les récepteurs des autorécepteurs.
Ça, c'est assez courant, hein. Les autorécepteurs, en particulier sur la sérotonine, il y a beaucoup de cellules, de neurones centraux qui portent des récepteurs pour les neurotransmetteurs qu'ils libèrent. Il y a aussi des boucles comme ça de rétrocontrôle, non seulement sur organe à organe, mais aussi sur la même cellule, qui permet de moduler. Et en général, il y a même plusieurs sortes, puisqu'il y a au moins 6 récepteurs différents de la sérotonine, et il y en a 4 qui sont autorécepteurs. Donc il y a vraiment une régulation avec des boucles qui sont aussi fines que cellules vers soi-même. Donc après, la périphérie, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des récepteurs à la périphérie. Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'on peut les mettre en évidence? Eh bien là, vous avez ce qu'on appelle les acinis pancréatiques, puisque le pancréas est constitué de petits blocs de cellules qui contiennent à la fois des cellules à insuline et des cellules à glucagon, ainsi que du tissu conjonctif. Donc ici, vous avez la photo d'un acini, et vous avez ici en vert les cellules qui sont à glucagon, qui sont ici voilà, on voit par rapport au fond. Hein, on voit très bien que ici, quand on fait un test en immunohistochimie et qu'on va révéler le glucagon, les cellules à glucagon dans cet ensemble-là, on marque certaines cellules alors qu'on a un bruit de fond sur le reste du tissu. Et quand on regarde les récepteurs V1B, on voit qu'il y a effectivement une coïncidence entre les récepteurs V1B, hein, les cellules qui portent le récepteur V1B, et les cellules à glucagon. Donc on a posé l'hypothèse qu'effectivement, ces cellules-là expriment le récepteur à glucagon. Si on regarde maintenant les cellules à insuline, alors ça s'appelle les cellules alpha. Il y a des cellules qu'on appelle les cellules bêta dans le pancréas. Ces cellules bêta, elles sont majoritaires. Donc c'est pour ça qu'ici, on va avoir un marquage beaucoup plus fort. Et on va voir ici que les cellules bêta sont toutes ce qui est en rose ici, là, hein. Voilà. Et on va avoir un marquage ici ponctuellement de certains récepteurs, et on va voir qu'en fait, les cellules bêta ne sont pas marquées. C'est-à-dire que les récepteurs se trouvent sur les cellules qui fabriquent le glucagon, mais pas celles de l'insuline. Et en fait, c'est une bascule entre les deux composés qui régule le niveau de glucose et qui joue dans cette affaire. Enfin, on a découvert récemment qu'il y avait des cellules du stress sur le rein, ce qui était totalement inconnu. Et en fait, elles sont, donc ici, vous voyez, les récepteurs V1B sont ici en violet, et en rouge ici, c'est l'aquaporine. L'aquaporine, c'est une structure qui permet à l'eau de ressortir et qui se groupe le long des tubules à l'intérieur du rein. Et donc, on voit en fait que ces récepteurs sont aussi présents sur ces tubules et vont réguler, en fait, certainement contribuer à la régulation de la pression de l'eau. Voilà. Et bien entendu, il y en a sur l'hypophyse. Évidemment, puisque les cellules corticotropes de l'hypophyse sont les cellules principales qui fabriquent la CTH. Donc là, il s'agit d'une dispersion de cellules hypophysaires de rats en culture, et on voit ici la population des cellules hypophysaires. Vous vous rappelez que les cellules hypophysaires, il y en a 5 sortes, dont les cellules corticotropes qui vont fabriquer la CTH, mais il y a aussi les cellules à LH-FSH, les cellules à prolactine, les cellules à GH, les cellules à TSH, et voilà. Donc tout ça, cette population, elle existe. Et on sait qu'il y a des calibres différents. Les cellules gonadotropes, par exemple les LH-FSH, ainsi que les cellules corticotropes sont très petites, alors que les cellules prolactines sont très grosses. Et là, on voit bien que dans l'ensemble de la population, vous voyez, il y a des grosses cellules, il y en a des moyennes et il y en a des petites. Et quand on fait un marquage avec les récepteurs V1B, on voit ici que ces cellules-là, ces petites seulement, sont marquées et que le récepteur V1B est là. Et si on essaye de détecter la CTH en rouge, on voit que ce sont les cellules ACTH qui portent les récepteurs V1B. Donc on a bouclé la boucle et on a compris que c'était le cas. Donc ici, voilà par exemple un exemple de souris transgénique où on va exprimer de façon endogène le récepteur. Contrairement à tout à l'heure où on faisait de la liaison, là cette fois-ci, on a juste à ouvrir la souris et regarder. Alors on peut faire aussi de la dynamique sur ces tranches du coup, puisqu'elles ont la capacité vivante de continuer à réguler. On peut faire toutes sortes d'expériences extrêmement intéressantes. Là c'est juste pour vous montrer que sur une hypophyse, en vert, les récepteurs V1B, en rouge, les récepteurs du CRF1, de la corticolibérine, et on voit que systématiquement, quand on fait un close-up, quand on prend un plus fort grossissement, chaque cellule qui porte un récepteur V1B porte également un récepteur CRF1. C'est montré ici par la colocalisation en jaune. Donc il y a une concertation en plus des deux hormones du stress, non seulement chacune a son récepteur, mais en plus, ces deux récepteurs peuvent être présents dans la même cellule et peuvent réguler, co-réguler la fabrication. Et on peut même mesurer, avec des méthodes atomiques, de capture de photons, etc., la relation entre les deux récepteurs et montrer qu'effectivement, ils interagissent de façon moléculaire. Donc ça, c'est une technique de Fred Flim tout à fait novatrice qu'on a utilisée au laboratoire.
Donc du coup, ça veut dire aussi que, et ça c'est une notion particulière en neurosciences en général et dans le stress en particulier, on a découvert récemment que les récepteurs dont on parlait, c'est-à-dire qu'on avait une hormone ou un neurotransmetteur, un récepteur, un effet. Et bien ça ne fonctionne pas comme ça. Et alors on a par exemple trouvé que on a cloné, les premiers récepteurs qui ont été clonés sont été les récepteurs opiacés. Les récepteurs opiacés, il y avait des effets très différents entre la morphine et la dynorphine, etc. Et puis on s'est dit, c'est très curieux. Alors il y a des récepteurs mu pour les uns, il y a des récepteurs d'alta pour les autres. Et puis quand on a regardé, on a essayé différents processus pharmacologiques, essais pharmacologiques de liaison, et on a trouvé, on a dit, ah mais celui-là se lie mieux sur celui-là. Donc celui-là, on va l'appeler mu1. Puis il y en a un autre qui se lie mieux. Alors ce sera mu2, puis ce sera mu3, puis etc. Et donc, on a ainsi des catalogues de mu1 à mu6, de delta 1 à delta 4, etc. Et quand on a cloné, on s'attendait à trouver des variants, avec un récepteur qui serait comme ça, l'autre qui aurait un acide aminé en plus qui ferait qu'il deviendrait mu2, etc. Bilan de la situation, 3 récepteurs opiacés, 3 gènes uniques. Aucune différence, aucun sous-type, etc. Alors là, ça a été la consternation générale. Je ne vous raconte pas les facultés de pharmacie. Tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment ça se passe? Et en fait, on a découvert que les récepteurs, non seulement ils étaient exprimés à la surface des membranes, mais ils étaient capables de s'associer et de se parler. Et de ça, ça change la population de récepteurs que voit l'hormone qui arrive sur cette cellule-là, par exemple de pancréas, par rapport à cette autre cellule-là, par exemple de surrénale. Les équipements récepteurs sont différents par cellule, mais en plus, entre eux, ils se parlent. Alors parfois, ils ne se parlent pas, hein. Il y en a qui ne se parlent pas, mais il y en a qui se parlent. Et dans le cas du stress, ils se parlent. Donc ici, on a pu montrer qu'il y avait une augmentation de l'efficacité de couplage, une augmentation des voies de dégradation et d'internalisation, et éventuellement le fait d'avoir des récepteurs qui se parlent et qui se lient de façon pratiquement covalente. Ça permet d'avoir des cibles pharmacologiques nouvelles et d'inventer des nouveaux médicaments qui vont se fixer non pas sur le récepteur, comme on faisait au début, où on faisait la structure du récepteur et on regardait. Maintenant, on va prendre plusieurs récepteurs et on va regarder comment on peut rompre éventuellement le lien entre eux et modifier, moduler la physiologie. Donc voilà, c'est ce que je vous illustre là rapidement. Donc ici, vous avez le récepteur V1B de la vasopressine, le récepteur CRF1, avec chacun son couplage. Il y en a un qui est couplé inositol phosphate et l'autre qui est couplé cyclique AMP. Bon. Si l'on prend ces deux récepteurs et on regarde, par exemple, on mesure par rapport à la glande surrénale la quantité de catécholamine libérée, on va trouver que quand on met du CRF seul, on va faire libérer une petite quantité. Quand on met de la vasopressine, on va faire aussi libérer cette petite quantité. Mais quand on met les deux ensemble, on ne va pas faire libérer la somme des deux. On va faire libérer bien plus que la somme des deux. C'est ce qu'on appelle la synergie. Et ça, c'est vrai aussi sur l'effet hypophysaire, sur la production d'ACTH. Donc là, il y a quelque chose qui était tout à fait étonnant, qu'on s'est décidé à regarder. Et en fait, quand on prend ces récepteurs et qu'on regarde leur couplage, là, en l'occurrence, on va regarder le couplage du récepteur V1B. Imaginons que le récepteur soit tout seul. Hein. Alors pour être tout seul, on le met dans une cellule par transfection. Hein, on transfecte avec l'ADN complémentaire du récepteur V1B. Et puis on va mettre dessus les ligands que l'on veut. Et en particulier, on va mettre la vasopressine, qui est son ligand naturel. Et là, on va voir un effet de transduction, hein, d'effet de couplage, qui va être une augmentation des IP3, des inositol phosphate. Si on rajoute dans ce contexte-là du CRH, il ne va absolument rien se passer. Par contre, si on met en même temps le récepteur CRF1, c'est-à-dire le récepteur du CRH, dans des cellules à côté, on va trouver, si on met de la vasopressine seule, la réponse qu'on attend, mais si on rajoute vasopressine plus CRF1, vous voyez qu'on potentialise complètement l'effet sur le couplage du récepteur vasopressine. Hein, le récepteur CRF1 ne reçoit pas la vasopressine, ne le lit pas. Mais par contre, celui d'à côté va être modulé par le simple fait que le récepteur à côté de lui est présent, qu'il est occupé lui-même par son ligand, et du coup, on va avoir un effet potentialisateur qui est très important. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que ces deux récepteurs se parlent et ils régulent. Ça veut dire que quand on stimule avec l'AVP seul ou avec le CRF seul, on va avoir un petit effet. Si on rajoute la vasopressine, on va augmenter l'effet et on va démultiplier encore par le fait que quand ils sont ensemble, ils vont synergiser. Donc c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire quelque part qu'on a ici une zone dans laquelle, si on trouve
imaginons une molécule qui s'intercalerait entre les deux récepteurs et qui les empêche de s'associer, on va diminuer la potentialisation fortement. C'est-à-dire qu'on va revenir à un niveau de stress moyen minimum de base, mais on va retirer tout ce qui est le superflu, ce qui a été produit par l'association des deux. Ça s'appelle des ligands intercalants. Donc les ligands intercalants, les ligands bivalents, etc., ce sont des choses qui sont complètement dans les laboratoires actuellement, dans les hypothèses des laboratoires, qui sont très travaillées. Et donc ça, c'est un exemple de ce qu'on a fait. Pour faire ça, on a été regarder comment les récepteurs s'associaient. Donc on est allé regarder dans les domaines transmembranaires du récepteur, on est allé chercher des acides aminés qui pouvaient être des lieux d'association, et on a pu déterminer et faire la structure tridimensionnelle de l'association, le récepteur CRF1 et le récepteur V1B, et on sait qu'ils s'associent par les domaines TM4, TM5, etc. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir fabriquer, vous voyez ici la structure de ce dimère, en fait, on va pouvoir, si on glisse ici quelque chose, un composé qui va venir s'intercaler là, dissocier ces récepteurs et diminuer l'effet du stress, sans toutefois enlever la composante de base qui est nécessaire à la vie. Donc ça, c'est une avancée, et donc c'est un nouvel anxiolytique d'une génération complètement différente, et ça veut dire aussi avec des effets extrêmement sélectifs, puisque ça va agir seulement sur ces dimères. Donc ça, c'est une voie extrêmement prometteuse et qui est en cours de publication. Voilà. Donc, après, vous allez me dire maintenant le lien avec la clinique de toute cette affaire. Eh bien, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser, qui sont quelle est la composante génétique du stress, y en a-t-il une? Ça, c'est des questions que pourront peut-être vous aborder vos élèves. Est-ce que tout le monde est égal devant le stress? Quelles sont les maladies du stress et que faire pour s'en prémunir? Donc, je vais donner juste quelques petites pistes. D'abord, au niveau de la perception humaine du stress, en fait, il y a deux composés. Ça, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec l'équipe de Philippe Courtet, de l'hôpital psychiatrique de Montpellier, de la Colombière et des urgences psychiatriques de la Péronie. Et donc on travaille ensemble. Donc vous voyez ici, nous on a l'approche fondamentale au CNRS, et Philippe Courtet, lui, au CHU urgences psychiatriques, nous fournit des informations, et on nous a permis aussi de travailler sur des patients suicidants. Donc en fait, la façon dont on voit le stress au niveau humain, il y a effectivement deux facteurs. Un facteur de vulnérabilité, on pourrait appeler ça comme ça, qui correspond à la génétique de la personne, et qui correspond éventuellement à l'épigénétique aussi, c'est-à-dire ces nouvelles modifications où l'ADN n'est pas changé, mais vous savez que sur l'ADN, on peut fixer des petits radicaux qui vont changer éventuellement l'expression de cet ADN, sans que la base génétique soit changée. Et ça, apparemment, est aussi transmis à une génération. Ces modifications de l'ADN peuvent être transmises à une génération. Et après, il y a évidemment la partie environnementale, c'est-à-dire l'histoire de vie de la personne, en particulier l'histoire de l'enfance, évidemment, qui est très importante, puisque malheureusement, en psychiatrie, et en particulier dans le service dépression-suicide, les personnes qui sont là sont souvent des personnes qui ont été victimes d'abus dans l'enfance et qui ont vraiment des traces extrêmement importantes. Évidemment, toutes les conduites addictives et les comportements, qui sont d'ailleurs parfois liés aussi, bien entendu, au stress. Et voilà la partie intégration ou non psychosociale, hein, la relation, et puis les gens qui ont carrément des désordres psychiatriques. Il existe des maladies psychiatriques qui peuvent éventuellement favoriser. Et la dépression fait partie d'ailleurs des maladies à composantes génétiques. Il y a multiples composantes génétiques dans la dépression. Et en plus, on a observé, ils ont fait des arbres généalogiques, les personnes déprimées se marient avec des gens déprimés. C'est-à-dire qu'il y a un partage, voilà. Mais oui, le choix du profil d'un partenaire est lié aussi à son histoire personnelle et aux informations que l'on recherche de la personne en face. Et donc, on s'est rendu compte que dans les familles de grands déprimés, souvent, il y avait monsieur et madame qui étaient issus de ces familles. Voilà, mais tout ça se soigne, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, ça aboutit évidemment, en tout cas en termes de stress, à des facteurs qui sont l'anxiété, la dépression, à court ou à long terme, et in fine, le suicide éventuellement dans les cas extrêmes. Alors, ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, est-ce que dans le cas du suicide, par exemple, on pourrait dire qu'il y a des facteurs génétiques, etc. Donc on a recherché, on a regardé. Donc après, dans le stress en général, l'anxiété, la dépression, il y a plusieurs composés. Il y a le glutamate, je vous ai parlé de glutamate et GABA, la sérotonine est importante aussi, enfin il y a d'autres choses. Et puis il y a évidemment la vasopressine, le CRH, et puis leurs récepteurs. Et donc est-ce qu'il y a éventuellement un lien, si on veut regarder un seul récepteur, entre le récepteur V1B
Est-ce qu'il existe des mutants naturels chez des individus qui possèdent le V1b et quel est le profil de ces personnes? Et quand on regarde ça, on voit qu'effectivement, sur le récepteur CRF1, il n'y a pas de mutation, mais sur le récepteur V1b, il existe des mutations, une seule à la fois, sur certaines personnes, qui fait que leur récepteur est modifié. Donc on a dit, on va prendre ça, on va étudier les propriétés fonctionnelles de ces variants. On va prendre ces informations, on va fabriquer des récepteurs qui seront mutés, vous voyez, sur chaque position individuellement, et on va comparer ça au récepteur normal. Et on va regarder leur couplage, par exemple, etc. Et ce que l'on a vu, c'est que, je vais passer rapidement là-dessus, c'est pas la peine, donc on a regardé les différentes phases. Effectivement, si on regarde, vous voyez, le sauvage, il est bleu, hein, c'est-à-dire le récepteur normal. On va avoir des individus qui vont porter cette mutation en 491 là, qui va être hyper activant, et on va avoir des personnes qui vont être plutôt hypoactivants sur les couplages. Et ça, c'est vrai sur plusieurs choses au niveau de la biologie, c'est-à-dire de leur couplage, sur le couplage aux lipases, le couplage phospholipase, adénate cyclase, etc. Il va y avoir des choses. Vous voyez, ici, le normal, l'association avec le récepteur CRF1, je vous ai parlé des dimères tout à l'heure, même ça, c'est affecté. Vous voyez que le récepteur CRF1 s'associe avec le récepteur V1b, ça c'est cette ligne que vous voyez là. Le récepteur R191 qui fonctionne à fond, il s'associe extrêmement bien, voire mieux que le normal, plus fortement. Et par contre, ceux qui sont portés par les personnes qui sont plutôt dépressives, eh bien, ils s'associent peu ou pas. Ils sont vraiment très, 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 très mous au niveau de cette association. Résultat, quand on regarde le comportement des personnes, on voit qu'on peut classer en fait les variants de groupe. Le variant 191 qui est associé aux tentatives de suicide, ça c'est connu, qui est hyper activant, qui est hyper associé. Et quand on regarde le profil des personnes, on voit l'hyperactivité, on voit l'impulsivité, ça c'est un facteur qui fait partie dans les critères. Vous savez que les psychiatres ils font des listes avec des 20 critères pour définir si la personne est vraiment schizophrène, etc. Il y a des panneaux avec des critères, des listes de critères. Il faut qu'un certain nombre de critères soient positifs pour qu'on puisse dire que telle et telle maladie est vue chez le patient. Et l'impulsivité, c'est une des conditions principales pour définir si une personne va être une personne suicidante récidivante. Parce que la dépression, l'anxiété, etc., tout ça peut être vu chez plein de personnes dépressives, mais à un moment donné, le passage à l'acte nécessite un facteur supplémentaire, et ça c'est ce qui est caractérisé par l'impulsivité. Donc ces personnes-là ont l'impulsivité, alors que les autres variants vont être plutôt associés à l'anxiété et à la dépression. Donc ça veut dire ici, non pas que tous les gens qui portent ces facteurs-là sont suicidants, hein, mais ça veut dire qu'on peut, parmi les gens qui vont présenter des tentatives de suicide aux urgences psychiatriques, si on fait une analyse de sang, qu'on regarde dans leur sang s'ils sont porteurs de tel ou tel variant, on va avoir une attention particulière si la personne a ce marqueur en disant peut-être qu'il y a une tentative de récidive qui va être plus grande que chez une population normale. Donc c'est vraiment un facteur diagnostique prédictif qui peut aider à dépister des personnes à risque et les aider en fait. Voilà, donc en ce qui concerne la partie recherche, je vais clore ici. Donc vous voyez ici les personnes qui m'ont accompagné ici au laboratoire de l'Institut génomique de fonctionnel de Montpellier. Ici, l'équipe hospitalière de Montpellier également, du CHU, avec le service de Philippe Courtet, et puis toutes les collaborations avec des personnes en Suisse, avec des chimistes aussi étrangers pour pouvoir synthétiser les ligands fluorescents ou pour les travaux de modélisation moléculaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.